fier et heureux ce soir d'être dans cette séquence de clôture avec la présence du parrain de promotion, d'un EMS extrêmement connu, recherché, International Wealth Management, et vous dire que pour plein de raisons que j'évoquais d'ailleurs avec votre parrain, je suis très heureux d'être ici avec vous ce soir, puisque on a des amis communs et on se rend compte qu'on ne le savait pas, et que tout ceci donne des bons signes de convergence, en particulier sur ce qui est essentiel chez un dirigeant, même quand il est très spécialisé, comme vous l'êtes dans votre spécialité, c'est-à-dire sur les aspects comportementaux. Alors, que vous soyez physiquement ici présent ou que vous soyez à distance et que vous nous suivez, chers professeurs, chers collègues, chers amis, très cher Bertrand Badré. Alors, c'est un honneur pour ESCP, une fierté de pouvoir accueillir dans nos locaux ici du campus de Montparnasse. Je ne vais pas être trop long parce que je sais que d'autres vont dire beaucoup de choses, mais quand même un ancien directeur général de la Banque mondiale pour évoquer avec l'assistance ici et puis l'audience derrière vos écrans, quelqu'un qui va apporter et qui vous apporte déjà beaucoup d'expertise. Il a connu de nombreuses crises. Et j'espère que sa venue ce soir pour ce séminaire de clôture, eh bien, sa venue, c'est aussi l'occasion de saluer le travail de l'ensemble de l'équipe pédagogique. Merci, Fanny, pour tout le rayonnement que tu permets. Et puis aussi remercier tout le monde, toute cette communauté, pour votre professionnalisme et puis pour transmettre et ce flambeau si important envers les prochaines promotions. Pourtant, j'ai lu le livre. Alors, je ne sais pas s'il faut répondre à la question, voulons-nous sérieusement changer de modèle ? Le grand expert de ces sujets est à ma gauche avec son masque, le professeur Aurélien Acquier, mais cela trouve un écho tout à fait particulier dans l'école, puisque ces questions, je dirais, elles sont en écho très fortement avec les valeurs d'humanisme et les valeurs aussi de RSE, de ESG, pour aborder le thème du livre. Et Aurélien le disait il y a quelques instants, on est d'autant plus content à ESCP et l'école a été encore distinguée cette semaine par le Financial Times au rang de numéro 1 en France, mais il nous racontera tout ça s'il le veut. Je vais donc aller à l'essentiel, vous dire que la question de la confiance qui est abordée et qui revient à plusieurs titres est forte. La confiance, c'est ce qui existe entre des équipes de direction, c'est ce qui existe entre le lien entre les consommateurs et l'entreprise, c'est ce qui existe aussi fortement entre les investisseurs. C'est une question centrale de gouvernance et bien entendu, tous les acteurs doivent se faire confiance. Et puis il y a une autre chose moi qui m'a marqué, c'est cette nécessité de savoir anticiper, sentir les vagues pour les générations futures et en particulier la question de l'anticipation. Moi, j'ai une phrase que j'écoute beaucoup, que je répète souvent dans ESCP qui m'a beaucoup marqué, c'est cette phrase de Pasteur, le hasard ne favorise que les esprits préparés. C'est-à-dire que si on n'a pas vu ou senti ou à un moment réfléchi, eh bien, les choses ne se passent pas nécessairement comme on aurait pu les faire se produire au mieux. Et puis, cher Bertrand, la tribune que vous nous offrez, ce n'est pas nous qui vous offrons une tribune, mais c'est que vous nous offrez à ESCP ce soir, va permettre certainement à travers les échanges de partager votre vision et sur le monde et l'entreprise. Voilà ce que je voulais vous dire. Dire aussi combien on est ravis à ESCP d'accueillir des profils de dirigeants variés, et des dirigeants qui consacrent, je dirais, ce temps précieux à la transmission, parce que
il y a plein de bonnes raisons quand on est dans ces métiers, en particulier pendant des périodes de pandémie, pour ne pas être dans une institution d'enseignement supérieur. Merci à toi d'être là avec nous ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée, ici ou à distance. Bonsoir à tous. Quel est l'usage? On enlève le masque lorsqu'on parle là ou non? Non, je crois pas. Non. Je voulais juste, je vais faire très très court parce que je sais que vous n'êtes pas venus pour. Ok, allez, hop, comme ça vous voyez mon visage, c'est quand même plus sympa. Voilà, je voulais juste dire quelques mots. Donc, je m'appelle Aurélien Acquier, je suis effectivement Associate Dean for Sustainability au sein de l'école. Et je voudrais juste dire quelques mots de remerciement très rapides. Le premier point que je voudrais dire, c'est lorsque Famille m'a dit que Bertrand Badré nous faisait l'honneur de sa présence ce soir. Là, j'ai immédiatement répondu que c'était absolument fabuleux et que j'étais vraiment très très content de me joindre à la fête et à la partie parce que c'est quelqu'un dont j'admire beaucoup les écrits et le parcours. Et je pense qu'on a une chance effectivement absolument extraordinaire ce soir. Et je pense, voilà, si j'ai bien compris, c'est une conférence conclusive qui conclut en fait votre cycle. Et je pense que dans un moment comme ça, on a vraiment besoin aussi de role model en fait, et d'avoir un peu une expérience à la fois en termes d'idées, mais aussi de parcours, d'engagement personnel. Et là, je dois dire qu'on est particulièrement servi et très très bien servi ce soir. Parce que Bertrand Badré a à la fois un parcours absolument exceptionnel de par sa carrière et les différentes fonctions qu'il a pu occuper. Et c'est un modèle de dirigeant pour moi parce qu'il est à la fois au cœur du système et en même temps il a cette réflexivité, cette capacité aussi à pointer du doigt les failles un peu structurelles de notre système, à les mettre en question et à essayer de penser aussi une voie par rapport aux grandes crises climatiques, aux grandes crises des écosystèmes. Et vraiment, cet équilibre entre cette capacité de réflexion, de partage aussi, comme l'a souligné Franck, je trouve que c'est vraiment un grand honneur aussi que vous faites de consacrer votre temps à nous ce soir. Et donc cette combinaison entre cette réflexivité et aussi la capacité d'action, puisque vous êtes aussi un entrepreneur, vous avez un fonds dont vous allez sûrement nous parler, tout ça me semble des ingrédients d'un parcours absolument remarquable, très inspirant. Et donc je voulais juste vous remercier vraiment pour être là ce soir et remercier aussi très chaleureusement Famille, parce que je crois que là aussi on peut dire que pour cette conférence de clôture on ne pouvait pas mieux faire. Voilà, merci à tous, merci Famille et merci Monsieur Badré d'être avec nous ce soir. Bertrand Badré, je vous présente les deux promos de qualité, aussi riches qu'enrichissantes, riches par leur diversité, parce que là, en fait, on a des profils extrêmement variés, on a des banquiers privés, on a des notaires, on a des entrepreneurs, on a des avocats, enrichissantes par leur expérience, par leur qualité humaine et leur bonne humeur. En tout cas, en fait, c'est un vrai plaisir de vous avoir encore une fois aujourd'hui. Je vais laisser la parole parce qu'encore une fois, la priorité donc, de ces rencontres de la gestion de patrimoine, c'est vraiment de permettre à tous les participants d'échanger donc, avec nos invités. Si vous le permettez, Bertrand, il y a une tradition dans les rencontres de la gestion de patrimoine, c'est de raconter, c'est de dire un mot sur le parcours en fait de notre invité, parce que on a pas mal de gens en fait qui sont en reconversion professionnelle, et donc en fait on peut apprendre énormément des parcours de chacun. C'est très enrichissant. Je vous laisse la parole et encore une fois on est très ravis et honorés de vous avoir avec nous. Bon. Ah bon. Tomber les masques. Merci. Pardon, le livre. Ah oui, le livre Voilà. quand même. Oui. Le livre quand même. Oui. Bon, je suis extrêmement heureux d'être là. Je vous remercie d'avoir placé la barre des attentes assez haut. J'espère ne pas vous décevoir. J'arrive de Washington, aux États-Unis. Comme vous le savez, il y a des caveats et des disclaimers partout. Donc le disclaimer, c'est que j'ai littéralement atterri ce matin, que ça a été compliqué parce que les bagages étaient perdus, le taxi, enfin bref. Donc j'espère ne pas tomber à la renverse du pupitre et vous garder éveillé le temps nécessaire. Donc je suis très heureux d'être là ce soir. Malgré, j'allais dire, ou grâce aux circonstances. 2020 touche enfin à sa fin.
Je l'ai vécu d'une manière un peu inhabituelle, comme la plupart d'entre vous, avec une partie de ma famille en France, mes enfants pour l'essentiel étudient en Europe, pas seulement en France d'ailleurs, et moi j'étais plutôt aux États-Unis avec mon épouse, donc j'ai vécu une année intéressante des deux côtés de l'Atlantique, y compris, c'était d'ailleurs le masque que j'avais, qu'on pouvait voir de loin, puisque j'ai été pas mal interviewé sur les plateaux au moment de l'élection américaine, donc c'est un copain qui m'a envoyé ce petit cadeau, donc de vivre aussi cette année particulière d'un point de vue électoral aux États-Unis, on y reviendra peut-être. Et comme beaucoup, j'ai été pris dans ce tourbillon du monde d'après, qui n'a pas du tout été vécu de la même manière d'ailleurs aux États-Unis. Il y avait cette échéance électorale qui organisait la réflexion, comme en France, on a eu des tribunes sur le monde d'après, j'en ai signé d'ailleurs quelques-unes. Et étant finalement confiné volontaire, parce que les règles n'étaient pas les mêmes aux États-Unis, c'était moins bureaucratique ou précis. Parce que le chauffeur de taxi m'a expliqué ce matin. Donc, mais je me suis d'une certaine manière confiné et cela a donné le livre qui était présenté là. Ça m'a donné l'occasion de créer mon propre site internet. J'ai fait un certain nombre de choses le soir quand je m'ennuyais et de pas mal discuter, débattre, intervenir. Parce que je pense qu'on est à un moment important. J'ai beaucoup travaillé dans ma vie, et je vais revenir pour répondre à la question sur mon parcours, avec un certain nombre de grandes personnalités, dont une qui m'a beaucoup marqué, qui est peut-être moins connue aujourd'hui, qui s'appelle Michel Cantu. Alors Michel Cantu est toujours vivant. Il a été directeur du Trésor en France, puis gouverneur de la Banque de France, et surtout il a été directeur général du FMI pendant 14 ans. C'est celui qui est resté le plus longtemps au FMI. Et avec qui j'ai eu le plaisir de travailler directement et indirectement pendant très longtemps, et à qui je parle encore régulièrement, et qui m'avait dit très tôt, quand il n'y a pas de crise, on ne réforme pas, et quand il y a des crises, on réforme un peu. Et donc, en gros, dès qu'il y a une crise, il faut s'en servir. Ce que Churchill disait de manière un peu plus brutale, ne jamais gâcher une bonne crise. Et donc, c'était intéressant, et peut-être que c'est le moment de reparler de ma carrière, de voir finalement cette crise où il y a le meilleur, le vaccin en 300 jours, ça c'est quelque chose auquel on ne croyait pas trop au début de l'année, et le pire, notamment l'absence complète de coopération internationale, alors qu'on a quand même objectivement une crise qui est internationale par essence, par exemple. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec ce vaccin, même si les mois qui viennent vont être durs, on peut commencer non pas à parler du monde d'après hypothétique, mais d'un futur qui est de plus en plus proche. Et ça, c'est intéressant. Donc voilà, moi, qu'est-ce qui m'amène à être pas totalement illégitime à vous parler ce soir? J'ai fait de la finance, je ne vais pas dire par accident, mais un peu. J'ai fait de la finance parce que j'aimais bien les maths et que dans les études, les choses ont fait que j'ai fait une majeure finance quand j'étais en école de commerce, qu'après, quand j'étais à Sciences Po, pour rembourser mon prêt à HEC, je devais travailler et que j'ai trouvé un job comme assistant à directeur financier, donc je poursuis dans la finance. Qu'après j'ai fait l'ENA et que j'en suis bien sorti et donc je me suis retrouvé au ministère des Finances et que mon premier job à l'issue de l'inspection des finances c'était de banquier d'affaires. Donc ça s'est fait, je ne vais pas vous dire que c'est un accident complet, mais c'est vrai que ce n'était pas forcément ce à quoi je rêvais. J'ai même choqué mes collègues de la Société Générale. Quand je suis arrivé comme directeur financier de la Société Générale, j'ai réuni l'équipe de direction de la direction financière, on était en pleine crise début 2012. Et je ne me suis pas rendu compte sur le coup, je leur ai dit, voilà, je suis un financier qui n'aime pas les chiffres. Ce que j'aime, c'est les hommes. Et je pensais que c'est... D'abord, c'est ce que je pensais vraiment. Et deux, je trouvais que pour prendre un poste en position de management, c'était pas idiot. Et les gens m'ont dit, quand je suis parti, tu vois, là, tu nous as beaucoup choqués. Parce que nous, notre métier, c'est les chiffres. Et tu n'as pas montré de respect pour notre métier. J'avais pas du tout... Enfin, vraiment, c'était pour moi un des chiasmes qui est d'ailleurs assez propre à la culture Société Générale, qui est très technique, très ingénieur en réalité. Crédit Agricole, ça passait mieux. Voilà, donc voilà, donc mon parcours, j'en ai déjà dit une partie, la partie scolaire. Après, je dis dans mon livre précédent qui s'appelait Can Finance Save the World, je mettais dans l'introduction, je me sentais un peu le Forrest Gump de la finance, au sens où je me suis retrouvé sans l'avoir planifié à peu près là où ça se passait dans la finance depuis 25 ans. Et c'est pour ça que j'aurais pu me contenter de prendre des notes et de me dire tiens, j'ai vécu ça, et puis d'essayer de ne pas en tirer de leçons. L'histoire a voulu que j'ai eu des accidents de carrière et que j'en ai profité pour essayer de mettre de l'ordre dans mes notes et réfléchir ça dit quoi sur le système, d'où ces livres. Et donc Forrest Gump, pourquoi? Parce que j'étais au ministère des Finances à la fin des années 90, quand on mettait en place l'euro.
Donc c'était intéressant de voir la création d'une nouvelle monnaie. J'étais après banquier d'affaires pour Lazard à Londres au moment de la nouvelle économie, la bulle Internet. Alors certains d'entre vous sont trop jeunes pour s'en souvenir, mais c'était l'effervescence autour des .com, des .com. Et je me souviens que j'arrivais du ministère des Finances et la première présentation que j'ai faite pour Lazard, c'était pour Sainsbury, la chaîne de supermarchés. On m'a dit, tu leur fais une présentation sur Sainsbury.com. Bon, voilà, donc c'est là que j'ai vu la grandeur et les faiblesses du métier de banquier d'affaires. J'ai fait ma présentation sur Sainsbury.com, après j'ai eu WHSmith.com, puis toutes les boîtes britanniques.com, c'était très bien. Après, je devenais assez bon d'ailleurs pour parler de .com au début, c'était moyennement crédible. Je me suis retrouvé ensuite à New York au moment où cette bulle explosait, donc j'ai vraiment vu ce que c'était qu'une bulle financière qui explosait, puis littéralement l'explosion du World Trade Center, que j'ai vu de mon bureau. Je me suis retrouvé après conseiller du président Jacques Chirac avec Michel Cantu à l'Élysée en l'année 2003, qui était l'année de la guerre en Irak. Donc inutile de vous dire que d'être dans la cellule diplomatique de l'Élysée, l'année où il y avait des tensions entre France et États-Unis, et donc j'ai participé à l'organisation du sommet du G8 de cette année-là, l'Assemblée générale des Nations Unies, le sommet sur le sida, et travaillé sur le financement de l'accès à l'eau. On a eu pas mal d'innovations, dont j'ai été un des papas avec d'autres, mais quand même un rôle important sur la création de la taxe sur les billets d'avion pour financer la recherche médicale, par exemple, ce que vous payez aujourd'hui, ou le financement de Gavi, dont on connaît mieux aujourd'hui le mécanique, qui est l'Alliance mondiale pour les vaccins. Donc j'ai travaillé à l'époque sur comment on finance tout ça. Donc c'était un moment de grande effervescence, de grande coopération franco-britannique. Donc très, 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 très intense. J'ai ensuite été directeur financier du Crédit Agricole, puis de la Société Générale pendant toute la crise financière. Donc j'ai vraiment vu le système s'effondrer sous nous. Quand vous vous réveillez le jour de la faillite de Lehman Brothers et que vous avez un bilan de 2000 milliards d'euros sur les épaules, je peux vous dire que vous ne dormez pas très bien. Et en même temps, c'était passionnant de vivre ça de l'intérieur. Comment fait-on au jour le jour quand ça vous arrive? Quelles décisions vous prenez quand vous arrivez au bureau? Comment ça se passe? Avec des choses dont je me suis rendu compte, et là aussi je ne me rendais pas compte, encore plus à la Société Générale. Moi j'ai plutôt tendance à être assez expressif de visage. Quand ça va, ça se voit, quand ça va pas, ça se voit. Et en fait je me rendais pas compte quand je prenais l'ascenseur que les gens me regardaient. Et après, on dit, mais il y avait des rumeurs, il paraît que tu n'avais pas l'air bien dans l'ascenseur ce matin, qu'est-ce qui se passe? Je dis, rien, je pensais à autre chose. Donc après j'ai appris à dissimuler, ou en tout cas à être moins plastique. Donc voilà, donc j'ai vu le système s'effondrer, la crise des subprimes, Lehman Brothers, puis la crise de l'euro, avec le Crédit Agricole et la Société Générale, deux banques qui étaient par exemple exposées à la Grèce. Donc là aussi, ça m'a permis de rentrer de l'intérieur dans tout ça. Et ensuite, finalement, de devenir numéro 2 de la Banque mondiale, ce qui m'a donné plusieurs perspectives complémentaires. La première, d'être basé à Washington et plus en Europe, donc de voir la crise vue des États-Unis, et de la voir avec la Banque mondiale comme le FMI, avec un œil sur le reste du monde. C'est-à-dire qu'on est quand même très occidentalo-centré. La crise financière était largement une crise américano-européenne. En réalité, comme me l'avait dit, une des premières rencontres que j'ai faites à la Banque mondiale, c'était le ministre des Finances indien, qui me dit, vous voyez, il y a quand même un truc qui est pas très juste. Alors je dis, ah bon? Il dit, vous voyez, quand c'est une crise financière qui, en gros, est une crise américaine et européenne, vous appelez ça the Global Financial Crisis. Quand c'est chez nous, c'est Asian. Donc là, j'ai dit, fair enough, effectivement. Voilà, donc ça vous permet de relativiser. C'est vrai que les pays émergents n'avaient juste rien à voir, ni avec le subprime, ni avec l'euro, mais qu'ils ont quand même été impactés. Et puis surtout, la Banque mondiale m'a aussi donné la possibilité de rentrer de l'intérieur dans le système de gouvernance mondiale. On en parle beaucoup, mais je ne sais pas très bien comment ça fonctionne. D'être le représentant de la Banque mondiale aux réunions du G7, du G20, du Financial Stability Board, qui est l'organe qui avait été créé après la crise de 2008 pour piloter la réforme financière mondiale, et d'une certaine manière de passer de l'autre côté de la table, d'être avec les régulateurs, et de voir comment on traite une crise. Donc ça m'a donné beaucoup de points de vue différents, très complémentaires de ce que j'avais vécu. Donc quand j'ai quitté la Banque mondiale, j'ai passé une petite année dans un think tank à Washington, où j'ai écrit Can Finance Save the World, où j'ai essayé de réfléchir à ce que ça voulait dire, notamment, on y reviendra, après les grands engagements de 2015. On va célébrer demain le 5e anniversaire des accords de Paris sur le climat. Donc j'étais impliqué au titre de la Banque mondiale dans ces accords. On a fêté en septembre les 5e anniversaire de l'adoption des objectifs de développement durable. C'est le pins que j'ai ici. Alors c'est moins connu, mais on avait fêté en juillet le 5e anniversaire des accords de Addis Abeba sur le financement du développement. Donc en 2015, on a eu toute une feuille de route. J'étais très heureux de participer à ça. Et mon bouquin faisait le point sur, on a pris tous ces engagements, comment on les finance. Et ça veut dire quoi pour notre système?
Et finissant ce livre, j'ai été poussé par un certain nombre de personnes qui m'ont dit, écoute, tu ne peux pas juste repartir dans une grande banque d'affaires ou dans un grand fonds d'investissement comme si c'était rien passé, tu ne peux pas écrire ça et puis aller à la soupe. Et donc créer ton entreprise. Alors c'était compliqué pour moi, comme vous l'avez compris, j'ai plutôt passé 20 ans à être au sommet de la tour avec toute une armada qui s'occupait de que tout se passe bien. Et je me suis retrouvé dans un basement à Washington avec une feuille de papier en me disant comment est-ce que je recrute, comment je paye mon loyer, où est-ce que je trouve l'argent. Enfin, j'avais pas suivi de cours de major entrepreneur ni de quoi que ce soit. J'étais plus tout jeune, un peu rouillé, et ben voilà, je me suis mis. Et donc j'ai créé ce fonds d'investissement il y a 3 ans qui s'appelle Blue Like an Orange Sustainable Capital. L'objectif, c'est de financer les objectifs de développement durable dans les pays émergents en combinant une performance commerciale et un impact mesurable, transparent, etc. On a closé le premier fonds ce mois de mai, un peu plus de 200 millions, qu'on a investi à 60% aujourd'hui. Et puis voilà, maintenant je pense qu'on a passé le cap de la viabilité. Et donc voilà, donc Forrest Gump court encore. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Parfait. Parfait. Bon. Alors je voudrais revenir avec vous sur le cœur de la question qui était posée, est-ce que la finance peut sérieusement changer le monde? Et le mot sérieusement est le mot le plus important. C'est-à-dire qu'on est tous envie de faire des changements. La question est-ce qu'on s'en donne, les moyens? Donc, je vais regarder avec vous rapidement trois aspects. D'abord, nous remettre en une perspective historique. C'est toujours intéressant de prendre un peu de recul. En fait, le système dans lequel on évolue, il vient d'où? Et je vois, alors ici certainement pas, parce que vous êtes dans un environnement académique d'excellence, donc vous êtes tout à fait au fait de ce qui se passe, mais je suis très frappé que pour beaucoup de gens, en fait, les règles dans lesquelles on évolue sont immuables, donc c'est comme ça, et donc voilà. Non, c'est comme tout, les règles, elles ont une date de naissance, elles ont des évolutions, puis parfois on les change, on les abandonne, et il faut avoir le sens de ça. Il n'y a pas de système immuable. De même, quand on dit le capitalisme ou l'économie de marché, il y a plusieurs versions, plusieurs avatars, ça bouge, etc. Et donc, il ne faut pas hésiter à se poser des questions. Et là aussi, je suis désolé, je suis à moitié mon papier, vous mettez ça en compte décalage horaire, puis si vous en avez marre, vous dites stop. Mais une anecdote que j'aime beaucoup rappeler, on avait organisé avec l'Institut Montaigne en 2008, avant la faillite de Lehman Brothers, une conférence sur la crise du subprime. On avait invité quelques personnalités, dont Jean Tirole, qui n'était pas encore prix Nobel à l'époque, et Paul Volcker. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Paul Volcker, c'était le président de la Réserve fédérale américaine sous Jimmy Carter, qui avait été l'homme qui a terrassé l'inflation. C'est le gars qui est arrivé, qui a augmenté les taux extrêmement brutalement, qui a plongé les États-Unis en récession et qui a montré la voie à la politique anti-inflationniste. C'est vraiment la statue du commandeur aux États-Unis. Il est décédé il y a très peu de temps, au sens fort du terme. Il est plus grand que moi, plus large que moi. Enfin, c'est, comme disent les Américains, larger than life. Il avait été recruté par Barack Obama quand il a été élu pour justement adopter ce qu'on appelait la règle Volcker, voir comment réguler l'activité des institutions financières, notamment dans le compte propre. Donc vraiment une des grandes figures américaines. Et donc à une table comme ça, on était 3 sur la scène, 4 sur la scène. Question dans la salle, Monsieur Volcker, vous avez été très critique et vous êtes très critique sur les banquiers de Wall Street. Pourquoi est-ce que vous nous critiquez? Après tout, on fait notre travail dans les règles qui sont les règles dans lesquelles on demande de travailler aujourd'hui. Donc voilà, c'est pas nous, c'est le système. Et Paul Volcker avait cette réponse qui quand je la redis aujourd'hui, me glace encore. Avait dit, écoutez, j'entends bien ce que vous dites, je vais vous faire la réponse que j'ai faite à mon petit-fils qui travaille à Wall Street et qui m'a dit, grand-père, t'es vraiment pas sympa avec nous. Il dit, je n'accepte pas plus en 2008 qu'en 1945 l'excuse de Nuremberg. Au sens où vous êtes des gens intelligents, vous êtes en moyenne les plus diplômés de vos générations, vous ne pouvez pas faire semblant de ne pas voir ce que vous faites. Et donc, si vous n'êtes pas conscient de ce que vous faites, changez de métier ou ne posez pas de questions. Mais commencez pas à vous abstraire du débat. Et je dois dire qu'on était tous à regarder nos chaussures. Hein. Je veux dire, quand vous avez quelqu'un comme ça qui vous compare... Alors, évidemment, quand je fais ça, je le fais avec prudence, parce que c'est vrai que pour toutes les raisons que vous imaginez, quelquefois, ça crée un peu d'émotion. Mais c'est vrai que cette comparaison m'avait vraiment saisi au cœur, en me disant, oui, on peut pas faire, on n'est pas dans un système, on n'est pas juste en train d'appliquer des règles du jeu, on les aime pas, mais c'est pas grave, et on fait comme si c'était pas grave. Non, ça, c'est pas possible. Donc, perspective historique d'abord, essayer de faire un point à la veille du Covid, et nous poser la question, évidemment, et maintenant, on fait quoi? Alors, perspective historique, si on regarde à grands traits le dernier siècle,
qui nous mène de la fin de la Première Guerre mondiale à l'avant-Covid, 1919-2019, si vous voulez. On a, en 1919, une paix ratée. C'est très bien documenté. Keynes en avait vu un certain nombre d'aspects dans le petit livre qu'il avait publié à l'époque. On voit bien la séquence. Paix ratée, mauvaise gestion du krach de 29, dislocation internationale, guerre mondiale. On ne peut pas imaginer séquence pire que celle qui nous mène de 1919 à 1945. En 1945, notamment sous la houlette américaine, on repart en avant. La houlette au sens propre du terme, parce que le système était organisé sur le dollar. C'est la création des Nations Unies, les accords de Bretton Woods, Fonds monétaire international, Banque mondiale, c'est le plan Marshall, c'est l'OTAN, enfin toutes ces organisations qui naissent après la Seconde Guerre mondiale, qui sont à l'origine des 30 Glorieuses et du rattrapage fulgurant des économies européennes et du Japon. Tout ça fonctionne assez bien jusqu'à la fin des années 60, début des années 70. En partie du fait de l'ouverture des marchés et du fait que des déficits des paiements américains qui mettent le dollar sous pression. Le général de Gaulle, mais pas seulement lui, dit quand on a des dollars, on va les renvoyer aux États-Unis pour récupérer l'or de Fort Knox. Les réserves américaines fondent. En 1970-71, on a un double virage. En 71, Richard Nixon suspend la convertibilité du dollar en or. C'est non seulement un geste technique, mais ça nous change d'univers. On passe d'un univers organisé autour du dollar, et c'était le rôle du FMI de maintenir cet équilibre des balances des paiements entre les différents acteurs, à un rôle où le marché devient la référence. Si je vous demande aujourd'hui combien vaut un dollar, vous allez me dire ça vaut X euros, et je dis un euro, ça vaut combien? Ça vaut Y dollars. Et donc on a mentalement changé d'univers. On n'est plus dans un univers organisé, on est dans un univers où le marché, et on le verra, y compris dans ses conséquences comptables d'ailleurs, où le marché domine. Un an avant, pas tout à fait, en septembre 1970, Milton Friedman, donc économiste extraordinaire par ailleurs, prend position dans le New York Times contre la nomination au board de General Motors de 3 administrateurs qui pourraient représenter the public interest. Et c'est le fameux article, très long article que je vous recommande, qu'on retrouve assez facilement dans le New York Times, qui dit « Le social purpose of business is to increase its profits ». Et tout le reste, dans le texte, « is pure unadulterated socialism ». Ce qui est très très mal aux États-Unis, évidemment. Et donc, on a en 70-71 ce virage qui est incarné politiquement quelques années après par Thatcher et Reagan. Reagan, dans son discours d'inauguration, dit « Le gouvernement n'est pas la solution, c'est le problème », qui aboutit à la mise en place du consensus de Washington en matière de développement international. Enfin, en gros, une bascule complète de nos systèmes, qui sont assez largement ceux dans lesquels on évolue encore aujourd'hui. Avec une étape importante qui est 1989, chute du mur de Berlin. Moi, j'étais jeune étudiant à l'époque. On disait Francis Fukuyama à la fin de l'histoire. Ça y est, on avait gagné, le mur s'était effondré. Triomphe de la démocratie, de l'économie de marché. Voilà, donc là, c'était très, 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 très exaltant. Et donc, fin du film. Voilà. Alors, évidemment, le teaser du film n'a pas été à la hauteur de ce qui s'est passé ensuite, mais enfin, en tout cas, on y croyait. Donc, ce système a plutôt bien fonctionné. C'est comme le précédent. Il y a un moment où on trouve ses limites. Et c'est pour ça que je dis il y a des phases dans les systèmes. Il a plutôt fonctionné. Il a permis... Alors, on peut aussi arguer que c'est en partie parce qu'il a aussi permis la financiarisation et l'endettement de nos économies. Mais enfin, en gros, il a quand même tiré l'économie mondiale de 1980 à 2007 et tiré une partie du monde de la pauvreté. Donc, il ne faut pas dire que c'est mal. Mais on a trouvé ses limites avec la crise de 2007-2008. Alors là aussi, des dizaines de livres ont déjà été écrits, des dizaines vont encore être écrits sur ce qui s'est passé en 2007-2008. Je vous ai dit que c'était plutôt une crise atlantique qu'une crise mondiale, même si on l'a appelée mondiale. C'était une crise de l'innovation où la finance avait un peu perdu le pied avec ses liens avec les besoins de l'économie. Moi, j'avoue que déjà à l'époque, j'étais un peu perplexe sur l'intérêt pour le bien commun du CDO au carré ou au cube. Mais c'est vrai que c'était le mantra. Chuck Prince, qui était à l'époque patron de Merrill Lynch, disait « Tant qu'il y a de la musique, je danse ». C'était quand même ça la référence, plus que « Tant qu'il y a un intérêt, je danse ». Donc on avait perdu une innovation qui avait perdu du lien avec les besoins de l'économie. De manière incidente, le poids dans le PNB de la finance, alors je n'ai pas les chiffres pour la France, mais j'avais regardé à l'époque pour la Grande-Bretagne et les États-Unis, le poids des activités financières dans le PNB a été au plus haut à 2 années, en 1929 et en 2007. Je ne pense pas que ce soit totalement une coïncidence.
Donc voilà, donc une finance qui était un peu hors de contrôle et qui fonctionnait un peu sur elle-même. Une crise de la régulation, et qui n'est pas un accident, parce que c'était au cœur du modèle néolibéral. Pour ceux d'entre vous qui s'en souviennent, le premier semestre 2007, c'était la bataille boursière autour d'ABN AMRO. Vous aviez deux grandes banques britanniques, RBS et Barclays, qui se battaient pour acquérir ABN AMRO, et dont on s'est rendu compte a posteriori qu'elles n'avaient pas les fonds propres pour le faire, mais que personne ne leur avait dit. À l'époque, ce qui était important, c'était le levier, le ROE. On oublie que Deutsche Bank, dans ces années-là, visait 25% de return on equity. Pour tous ceux qui ont fait un peu de finance, 25% de return on equity, vous ne le faites pas naturellement, il fallait le chercher avec les dents. Donc on avait ce côté très, très décalé de la réglementation, où on laissait assez largement faire. Et puis une mondialisation qui était allée beaucoup plus vite sur le plan technologique et financier que sur le plan légal et éthique. Donc on avait vraiment une espèce de différence, avec une phrase que j'aime beaucoup rappeler de Mervyn King, qui était gouverneur de la Banque d'Angleterre après la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008. Donc Lehman Brothers fait faillite le dimanche, enfin dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 septembre. Dans la nuit, il rapatrie de toute la planète l'argent aux États-Unis pour que ça soit concentré dans le cœur. Et donc, les copains que je connaissais qui géraient Lehman à Paris, Lehman à Londres ou ailleurs sont arrivés le lundi, il n'y avait plus rien. Tout était rapatrié. Et Mervyn King avait dit, voilà, quand tout va bien, Lehman Brothers est mondial, et quand tout va mal, Lehman Brothers meurt domestique. Donc voilà, c'est aussi à méditer. Donc la mondialisation, c'est bien tant que ça marche, mais alors quand ça ne marche pas, et on l'a vu pour les vaccins, on a eu quelques réflexes un peu... Voilà. Donc crise de l'innovation, crise de la régulation, de la supervision, crise de la mondialisation, avec un impact, Franck le disait tout à l'heure, très fort sur la confiance. Et là aussi, une anecdote que j'aime beaucoup rappeler, pour ceux qui ont de la mémoire, de quoi parlait-on dans les journaux à l'été 2008, en France, avant la faillite de Lehman Brothers? Vous n'êtes pas obligé d'en souvenir. On parlait du RSA. C'est Martin Hirsch était haut commissaire dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy pour créer le RSA. Et tout le débat de l'été 2008 était, est-ce qu'on crée un RSA national tout de suite? Est-ce qu'on fait un pilote dans une région? Est-ce qu'on l'étend? Les jeunes, pas les jeunes? Enfin, en gros, il y avait un débat pour savoir si on mettait 300, 500 ou 700 millions d'euros sur la table dans la loi de finances. Donc, il y a vraiment des débats très intéressants. Arrive la faillite de Lehman Brothers, et alors là, 3 semaines plus tard, plan pour le soutien au financement de l'économie française. On ne pouvait pas dire décemment plan pour le soutien des banques, donc plan pour le soutien du financement de l'économie française, et on met plus de 400 milliards d'euros sur la table. Moi, j'étais au Crédit Agricole à l'époque, j'allais très souvent au contact des sociétaires, des actionnaires, etc. Donc, j'ai fait à peu près tous les départements de France. Les gens disaient, on met 2 mois, on ne trouve pas 500 millions pour les pauvres, et là, en 3 semaines, on trouve 400 milliards pour les banques, en gros, pour les riches. Et une fois que vous avez dit ça, vous mettez 25 ans, 30 ans à remonter la pente. Pour moi, c'était fascinant. Et le plus intéressant, c'est que c'était pratiquement 2 articles successifs de la loi de finances. Vous aviez le RSA, et 3 paragraphes plus loin, le plan des banques. Donc voilà, ça c'est... Et quand je raconte cette histoire aux États-Unis, ils ont le même vécu. Les 700 milliards du plan Paulson pour Wall Street, c'est percé. Ils disent, mais what's in it for me? Là, vous avez les racines de Trump, vous avez les racines du Brexit, etc. Et cette crise de la finance, je me souviens, j'avais dit à l'époque à mes équipes du Crédit Agricole, on va perdre du capital, mais le plus gros capital qu'on va perdre, c'est le capital confiance. Et ça, on ne l'a toujours pas récupéré. Et on voit bien que cette défiance qui préexistait à la crise, qui a été accélérée, on l'a retrouvée cette année vis-à-vis de la finance, vis-à-vis de la politique, vis-à-vis des scientifiques, etc. Enfin, ça a contribué à cette défiance générale. Alors, en parallèle de ces grandes évolutions financières, si je reprends un peu de recul sur le plan historique, on a aussi la montée en puissance des questions de développement durable. 1988, le rapport Brundtland, qui pose la question du développement, la définition du développement durable sur la table, le sommet de Rio avec l'agenda 21 en 1992, le sommet de Kyoto, les différentes COP, jusqu'à évidemment 2015, dont j'ai dit 2 mots tout à l'heure, les accords de Paris, les accords de New York et les accords d'Addis Abeba. Donc on a en parallèle le consensus de Washington qui prévaut en matière économique et financière, le consensus friedmanien, si je puis dire, et en face de ça, une préoccupation du développement durable. Le thème qui apparaît plus tardivement, et qui est aussi important, c'est le thème des inégalités, dont on parle assez peu, finalement, dans toute cette période. C'est aussi, d'ailleurs, on le voit souvent, les théories du trickle-down, le fait que quand les très riches vont bien, ça bénéficie aux pauvres, enfin, toute une série de choses qui fait qu'on gère tout ça dans la continuité et qu'on ne se rend pas compte qu'en réalité, on a une société qui est en train de se fragmenter. Alors, comment est-ce qu'on a répondu à cette crise financière mondiale de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ? Alors, on a répondu, évidemment, d'abord par la réglementation, ça a été et puis par la réponse d'urgence, ce qui était plutôt positif. La réalité, c'est qu'on n'est pas mort.
On n'est pas parti dans une spirale épouvantable comme dans les années 30. Gordon Brown, qui avait préfacé avec Emmanuel Macron mon précédent livre, avait raconté le G20 britannique, qui a été celui qui a organisé les réponses à la crise. Il m'a dit, on avait le ministre des Finances chinois qui disait, il faut sauver le capitalisme. Donc on était dos au mur, et c'était le moment où Nicolas Sarkozy disait, il n'y aura plus de trous dans la raquette, on va traiter tous les problèmes, ça y est, on va remettre la finance d'équerre. Bon. On ne l'a pas fait, mais on a fait quand même pas mal de choses. Donc il ne faut pas non plus se battre la coulpe, mais on a plutôt quand même colmaté les brèches en augmentant les ratios bancaires, en traitant en partie les paradis fiscaux, etc. Et c'était bien. Mais on n'a pas eu de discussion de fond sur les failles du modèle. On n'a pas discuté si les prémices friedmaniens étaient toujours valables. On n'a pas discuté du poids exact de la réglementation. Il y a toute une série de choses qu'on n'a pas traitées parce que dans l'urgence, comme je disais, on fait de la médecine militaire et pas de la chirurgie du grand art. Et encore une fois, c'était pas mal. Il ne faut pas non plus dire trop de mal, en partie parce que je faisais partie des discussions à l'époque. C'était pas mal, d'autant plus que c'est compliqué dans le monde d'aujourd'hui, dans un monde G20, de faire de la réglementation internationale. Alors c'était déjà compliqué il y a 8-10 ans. Maintenant, quand les gens s'entendent vraiment pas, comme les États-Unis et la Chine aujourd'hui, c'est encore plus difficile. Mais quand vous vous retrouvez dans une pièce, en fait, le Financial Stability Board, qui est l'organe fêtier de réglementation financière internationale, qui est une émanation du G20. Naïvement, je pensais qu'il y avait 20 personnes dans la salle. En fait, il y en a 100. Il y a évidemment des représentants du G20, mais pour chaque pays, vous avez le gouverneur de la Banque centrale et le directeur du Trésor, le ministre des Finances, plus l'AMF, la SEC, enfin l'autorité marchande, donc ça fait déjà du monde. Et puis en fait, on se dit, bah oui, il y a le G20, mais en matière financière, il faut quand même qu'on ait Hong Kong. Alors hop, vous rajoutez Hong Kong, puis il faut qu'on ait Singapour, puis les Pays-Bas, c'est quand même important, et puis l'Espagne, et puis d'ailleurs, il faut qu'il y ait la Banque mondiale, le FMI, l'OCDE, et puis il faut attendre une énorme salle où on discute de ce genre de choses. Alors c'est très professionnel et très technique, mais c'est pas simple. Vous voyez déjà qu'au niveau européen, où on se connaît depuis des millénaires, on a du mal à s'entendre. Vous imaginez une salle où vous vous retrouvez avec l'Indonésie, l'Argentine, la Corée, l'Arabie Saoudite, la Turquie. C'est pas trivial. Hein. C'est intéressant, mais vous voyez que c'est pas. Donc dos au mur, on arrive à faire des choses, mais quand on n'est plus dos au mur et que les gens ne s'entendent pas, ça devient très compliqué de faire des choses. Toujours ce que disait Kansu, quand il y a une crise, on fait un peu, quand on n'en a pas, on fait plus rien. Alors, il y a quand même eu un moment, et j'y ai cru, 2015, les 3 accords que j'ai déjà mentionnés plusieurs fois, donc qui donne une feuille de route. Techniquement, l'humanité s'est engagée, et si Biden revient dans l'accord climat, tous les pays sont engagés par cette feuille de route du développement durable, du climat et du financement du développement. Les chefs d'État ont signé, et donc on est parti de ces accords. Donc normalement, on a tous déjà signé sur le monde d'après. Le monde d'après, on en a parlé il y a 5 ans, il ne faut pas réinventer la roue. Le monde d'après, c'est un modèle résilient, inclusif, durable, où les inégalités sont traitées, où les gens ont accès à l'eau, à la santé, où il n'y a plus de pauvreté, etc. Donc il ne faut pas réinventer ça. C'est-à-dire c'est fait, c'était très compliqué de le faire, donc je pense qu'il ne faut pas remettre ça sur la table aujourd'hui, on n'y arriverait plus. Donc il y a eu ce moment un peu miraculeux de 2015, avec une petite faiblesse qui était un peu ce sur quoi j'alertais, et je l'avais dit d'autant plus que j'étais partie prenante et que j'ai eu l'occasion de le dire dans mes escalités à la Banque mondiale, qu'on n'avait pas bien réfléchi à ce que ça voulait dire en termes de financement. Non pas seulement de dire il faut X milliers de milliards par an, mais dire ça marche comment? Est-ce que c'est juste des transferts d'argent public? Est-ce que travailler sur le cœur du système? Comment ça marche? La fiscalité? Enfin, toutes ces questions, on les avait un peu traitées à la marge. Et donc finalement, on a construit tout un dispositif en 2015 dont on voit les limites aujourd'hui, qui était très finalement ancré dans les perspectives posées au début des années 70. Le marché et la bonne volonté. Et finalement, les accords de Paris, c'est ça. Il n'y a pas de police des accords de Paris. C'est des objectifs nationaux volontaires mais indicatifs, qu'on révise de temps en temps, avec l'idée que on va se faire la pression des pairs va fonctionner à la hausse. C'est-à-dire qu'on va dire, ah là, regarde, il fait des trucs super bien, je vais faire comme lui. C'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Et donc on a tout un système, et pareil sur les accords de New York sur le développement durable, donc il y avait plutôt l'idée que tout ça allait se faire naturellement, et qu'il y avait un momentum, comme on disait, la poignée de main Barack Obama, Xi Jinping était le symbole de ce nouveau monde qui se créait, mais il n'y avait pas de sous-jacent. Et c'est ce qu'on voit avec un peu de recul. Donc on a un système qui repose assez largement sur la bonne volonté individuelle de certaines organisations, de certaines entreprises, de certains individus, ONG, etc. Qui disent, et on va se cacher derrière ces gens. On va dire, regardez cette entreprise, c'est formidable. Ok, il y a une entreprise formidable, mais il y en a 1000 derrière qui ne sont pas forcément aussi formidables. Et donc on se raconte parfois un peu des histoires. Donc on a un système qui est structurellement fragile,
et qui en plus est assez propre, alors je ne sais pas comment on dit en français, mais tout ce qu'on appelle le washing. Comme il n'y a pas vraiment de règles et que ce n'est pas très clair, vous pouvez prétendre que vous êtes mieux que vous n'êtes. Mais il n'y a pas beaucoup, c'est compliqué, vous êtes toujours un référent qui vous donne des bonnes notes, etc. Et finalement, on a un système qui est très largement fondé sur l'intentionnalité plus que sur le résultat. On dit « Ah bah je vais faire des choses ». Et le titre de mon livre « Voulons-nous, entre parenthèses, sérieusement changer le monde ?» ça vient directement de là. C'est une conversation que j'avais en revenant de Davos il y a quelques années avec un participant d'assez haut niveau qui me dit « C'est génial, quand on rentre de Davos, on se dit que tous les problèmes du monde sont réglés. On fait la somme de tous les engagements de tous les gens qui sont, on dit bah, c'est formidable, donc on n'a pas besoin de revenir l'année prochaine. » Puis on revient un an plus tard et on s'aperçoit qu'en fait, il ne s'est pas passé grand-chose. Et parce qu'on n'a pas pris les moyens de rentrer dans le cœur du système. Encore une fois, la bonne volonté, l'intentionnalité, c'est bien, mais il n'y a pas dans le cœur du système, ce dont on prend la mesure aujourd'hui, il n'y a pas de récompense des bons comportements et il n'y a pas de punition des mauvais comportements, ou alors à la marge. Et c'est ça qui nous amène finalement à la situation où on était à la fin de 2019, début 2020. Encore une fois, je prends la référence de Davos. Cette année, aussi bizarre que cela paraisse, en janvier 2020, on n'a pas parlé du Covid. En revanche, on n'a parlé que de climat. Donc il y a un côté un peu décalé, rétrospectivement, mais j'étais décalé aussi d'ailleurs. Et donc on voit bien, début 2020, on n'est pas sur la trajectoire climat, même s'il y a des signes d'espoir. Les inégalités explosent dans les pays avancés et au sein et entre pays riches et pays pauvres. On n'a pas résolu, comme je dis, la question du climat, donc on a un sujet environnemental, on a un sujet social, et on n'a pas finalement, à aucun moment, reposé la question de ce qui dans le système cloche. Et c'est une citation que je prends, qui m'a beaucoup frappé, que j'ai relue pendant le confinement. J'ai relu les mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Et il y a cette phrase qui est très troublante, qui est ce que j'appellerais la tentation de Rome 2.0. Dans ces moments difficiles, que fait Rome ? Rome fait un limes, fait des murs pour arrêter les barbares. C'est le mur de Trump aux États-Unis, ou c'est les bateaux en Méditerranée ici. Et puis Rome organise le pain et les jeux, les distributions de blé, et puis on essaie d'amuser tout le monde. Et donc Marguerite Yourcenar fait dire à Adrien, qui est l'empereur vieillissant et qui réfléchit à la chute de Rome, il sait « Je sais que la chute de Rome va arriver. Comment puis-je la retarder ? Comment puis-je retarder ce moment où les barbares au dehors et les esclaves au dedans se rueront sur un monde qu'on demande de respecter de loin ou de servir d'en bas ?» Et j'ai trouvé que cette phrase était... quand j'ai relu ça en mars cette année, je me suis dit, waouh, je commence mon livre avec ça. Donc voilà où on en était, je pense, au début de cette année. Alors la crise du Covid arrive. Alors c'est pas une crise de la mondialisation, c'est pas une crise du capitalisme. Déjà, des pandémies, on a eu sous toutes les latitudes à tous les siècles. Mais cette crise, elle met quand même en évidence un certain nombre des faiblesses dont j'ai parlé. Elle souligne le côté first, comme dans America First. Au début, chacun s'est... Lisez les journaux, regardez la part qui est consacrée dans les journaux aux événements internationaux. Alors, j'ai moins regardé en France, mais je veux dire qu'aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour le reste du monde. Il n'y en avait déjà pas beaucoup avant, mais alors là, et dans beaucoup de pays, effectivement, on a ce que j'ai appelé dans mon livre le choix de l'Ohio contre la Californie. L'Ohio, c'est Own House in Order. En gros, tout ça, c'est compliqué. Le climat, les pauvres, les barbares, la cybersécurité, le nucléaire, le vaccin. Je veux pas. Donc je m'occupe de mon jardin chez moi, et au moins ça c'est à ma dimension, etc. Ça c'est le first. Au lieu d'aller en Californie, CA, Collective Action, pardon, je vais raisonner en anglais, Collective Action, qui est justement ce qu'il faudrait faire. Sur une crise mondiale, il faut avoir une réaction collective. Et on voit bien qu'on a une mondialisation qui s'est réveillée sans boussole cette année. On a eu des rapports de la Banque mondiale et des Nations unies en mars disant il faut 2 à 3 000 milliards de dollars pour soutenir les économies émergentes et en développement. Le G20 se réunit et sort 5 milliards de sa poche. Ça ne marche pas, point. C'est aussi simple que ça, on peut se raconter des histoires, ce qui va peut-être ou pas se passer sur le vaccin, ce n'est pas encore très clair aujourd'hui, mais on voit bien que cette crise, non seulement elle révèle ou elle accélère un certain nombre de failles déjà identifiées, mais les égoïsmes sont au premier plan, même si l'Europe a montré, d'une certaine manière à ma surprise, que le pire, non pas le pire, mais le meilleur était possible. Et elle accélère un certain nombre de tendances, évidemment le numérique, ça c'est pas nouveau, et elle accélère aussi les inégalités, à bien des égards. D'abord parce que c'est plutôt les plus pauvres qui sont le plus touchés, soit directement par la maladie, soit par, comme c'est le cas notamment en Afrique ou en Amérique latine, par les conséquences économiques et sociales de la crise.
et par le fait qu'ils n'ont pas une BCE ou une réserve fédérale qui peut imprimer, en tout cas financer sans limite les économies. Donc on parle d'argent gratuit chez nous. Enfin, le débat lunaire sur la dette gratuite et l'argent chez nous, vous allez en Côte d'Ivoire, en Colombie, au Bangladesh, etc. Ils vous regardent, là, vous avez de l'argent gratuit, vous pouvez en donner un petit peu, ce serait bien. Parce que non, des 12 000 milliards qu'on a mobilisés chez nous, il y en a 5 qu'on envoie de l'autre côté. Donc ça aussi, c'est un petit sujet. Donc ces inégalités se manifestent à tous égards, avec un autre point qui pour le coup m'inquiète depuis plusieurs années. J'ai pas mal écrit sur cette question. Les taux d'intérêt vont rester bas maintenant extrêmement longtemps, et les taux d'intérêt sont d'un point de vue des inégalités dévastateurs. Pourquoi? C'est très simple. Si vous avez déjà 1 milliard, je ne sais pas si dans la salle vous faites de la gestion de patrimoine, mais vous allez voir, si vous avez un client qui a 1 milliard, le deuxième milliard, on lui prête pour 0. Facile. Et avec ce deuxième milliard, vous pouvez investir dans ce qui est le mieux, vous allez faire du private equity qui va vous rapporter du 15%. Donc vous faites la triple culbute. En revanche, si vous n'avez rien, vous sortez du système scolaire, moyennement diplômé, dans un contexte de crise économique, vous allez avoir un salaire qui va être capé pendant des années. Le peu d'épargne que vous allez avoir vous rapportera 0, et les actifs vont valoir de plus en plus cher. Regardez l'immobilier, regardez les marchés actions. L'espoir de passer de je n'ai rien à j'ai quelque chose, la marche monte. Donc quand vous avez passé la marche, le futur est merveilleux. C'est ce que les Américains ont appelé la reprise en K. Vous avez la branche en haut, où effectivement les indices boursiers, l'immobilier, etc., formidable. Et toute une partie, moi, l'environnement dans lequel je vis, cette partie-là, elle n'a pas vu la crise. Hein. Travaille de chez eux, tout va très bien. Et puis derrière, vous avez effectivement 10 millions d'emplois qui ont été détruits. Et je me souviens, en mars, vous aviez la soupe populaire à 2 km de la maison avec des fils qui faisaient le tour comme ça. Et de manière intéressante, un de mes voisins est Jay Powell, le gouverneur de la Réserve fédérale, qui habitait à côté. Et vous voyez tout ça dans le même périmètre. Donc on voit bien cette tension que les taux d'intérêt dans la durée vont produire. Et donc tout ça, ça oblige à se poser, les questions qu'on ne s'est pas posées en 2008-2010, il faut peut-être se les poser maintenant. Quel est le rôle de la finance dans ce monde d'après ? À un moment où, par ailleurs, la finance doit se confronter à un certain nombre de questions sur lesquelles on n'a pas vraiment réfléchi jusqu'à aujourd'hui. Alors, je vais vous en prendre 3, mais je suis sûr qu'il y en a plein ici. Les taux zéro, je l'ai dit. Est-ce que les modèles sur lesquels on a travaillé depuis des années fonctionnent aux limites ? C'était quand même plus facile quand le taux sans risque était à 4-5%, on construisait tout assez simplement. Quand on est à 0, voire négatif, ça marche comment ? Donc comment est-ce qu'on revoit ces modèles-là ? Quel impact ça a sur les finances publiques ? C'est tout le débat justement sur est-ce qu'il y a trop de dettes ou pas assez ? Est-ce que c'est embêtant qu'on s'endette aujourd'hui, même si on a un taux négatif, etc. La question des cryptocurrencies. Là aussi, c'est une vraie question qui est posée sur le rôle de la monnaie aujourd'hui, par exemple. La question du rôle des banques centrales. Donc toutes ces questions-là obligent de toute façon, c'est des questions techniques qui se posent à la finance. Et je pense qu'il faut aller au-delà de ces questions techniques et se poser la question du système. Parce que le constat, il est simple. Le principe de Friedman, l'objet de l'entreprise, c'est la maximisation du profit. C'est la pierre angulaire de tout ce que vous faites et de tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et regardez-vous vraiment, c'est comme ça. Les normes comptables, les modes de rémunération, les obligations fiduciaires, la gouvernance des entreprises, la manière dont fonctionnent les agences de notation, le reporting, etc. Moi, je suis administrateur d'un certain nombre d'entreprises, y compris aux États-Unis, sur les décisions. Il y a toujours un avocat dans la salle qui dit « Je vous rappelle que vous prenez votre décision pour l'actionnaire ». Donc quand vous dites « Mais attendez, les employés, les engagements, ah ouais, attends, ça, c'est pas ton problème ». Donc c'est ça la réalité. Donc le système, il est construit autour de ça. Et ça, on n'a pas changé. Et ce système, ça a été vraiment mis en lumière avec la crise du Covid. C'est un système qui est fondé sur l'optimisation. Et l'économie marché est très forte pour optimiser. Donc on a tiré. Moi, je suis administrateur de Gatling, par exemple, le tunnel sous la Manche. C'est très intéressant de se dire, il y a 15 ans, on dit l'Angleterre, la Grande-Bretagne est dans l'Union européenne. Et donc on organise des va-et-vient de pièces détachées automobiles, par exemple. Tout ça fonctionnera. Personne n'avait mis dans son tableur Excel le risque de Brexit. Ça paraissait, on en parlait, mais comme si c'était quelque chose, voilà, pour mémoire. La délocalisation des industries américaines en Chine, personne n'avait pensé qu'à un moment donné, il pourrait y avoir des tarifs, etc. Enfin, on avait un peu oublié le monde réel. Et donc, on a joué l'optimisation contre la résilience, et maintenant, on se réveille, il faut tout relocaliser, c'est pas possible, etc. Et d'une certaine manière, ce que j'appelle dans mon livre, on a développé une version Excel du capitalisme, une version hors sol. Ça marche dans le tableur. Ben voilà, c'est super. Mais on oublie que derrière, il y a des vrais gens, des vraies planètes, que quelquefois, il y a des vraies contraintes et qu'on ne peut pas être complètement hors sol tout le temps. Et ça se poursuit avec en parallèle le développement de l'individualisme au sens sociologique du terme. Donc on a une économie qui est fondée sur l'utilité,
avec des modèles qui sont très largement, même si l'économie comportementale a fait des progrès, le principe de l'homo economicus. Et donc tout ce système fait que tout ce qui est un peu gratuit dans le système, les solidarités géographiques, les solidarités familiales, la capacité d'une entreprise à absorber les chocs en interne sans immédiatement couper la branche qui va mal, etc., tout ça est mis à mal. Et on reste dans un modèle qui est le modèle qui est sous-jacent de l'industrie financière aujourd'hui, qui est le modèle risque-rendement, qui n'intègre pas naturellement la capacité à faire face à une crise climatique, qui n'intègre pas naturellement la capacité à faire face à une crise sociale. C'est toute la question des externalités. Et donc je crois profondément qu'il faut qu'on revoie ce modèle, qu'on change notre operating system, qu'on passe, alors j'emprunte cette vision avec Colin Mayer, qui est un professeur de la Business School d'Oxford, avec qui j'ai un peu travaillé. Il faut qu'on passe en fait d'un système où the social purpose of business is to maximize profit, c'est-à-dire un système où le profit est une fin en soi. C'est bien ça, l'objet c'est de maximiser le profit, c'est-à-dire que le profit est la fin en soi. Un système, selon sa belle formule, the social purpose of business is to find profitable solution for this planet and its people. C'est pas dire le profit c'est mal, c'est dire que le profit retrouve sa légitimité quand il est un moyen en vue d'une fin. Et que cette fin, c'est bien de résoudre les problèmes auxquels nous, les habitants de cette planète, et auxquels cette planète sont confrontés. Le profit retrouve une légitimité parce qu'il est utile, parce qu'il s'inscrit dans la durée. Et cette bascule qu'il faut faire. Et c'est un travail qui commence à peine, qui consiste finalement non pas à nier le capitalisme ou l'économie de marché, à se rappeler que l'économie de marché, c'est probablement ce qu'on a trouvé de mieux pour... en gros, optimiser des ressources sous contrainte. Simplement, il faut discuter de ces contraintes. Et des contraintes, il y aura des contraintes de type réglementaire. Qu'est-ce que la puissance publique autorise, recommande, interdit? Et puis des contraintes de marché. Dans le marché, c'est vous, c'est moi. Qu'est-ce que le consommateur est prêt à accepter? Qu'est-ce que l'investisseur choisit de faire ou de ne pas faire? Comme salarié, c'était la pétition il y a quelques années en France des jeunes qui disaient « je n'irai pas faire mon stage ou travailler dans telle ou telle entreprise ». Comme chef d'entreprise, jusqu'où est-on prêt à aller? Et finalement, est-ce qu'on peut passer d'un modèle risk-return à un modèle risk-return-impact ou risk-return durable? C'est-à-dire d'intégrer cette variation dans les modèles. Le TRI est déjà quelque chose de très très compliqué, mais on peut le complexifier encore un peu. Moi, ça ne me choque pas. C'est un travail qui est de longue haleine. C'est un sujet, il n'y aura pas de grand soir. Ça aussi, les gens disent, les Français veulent changer le système. Ça, on sait comment ça se passe chez vous. Coupez les têtes, vous passez à autre chose. Non, ça ne marchera pas comme ça. Il n'y aura pas de grand soir, d'autant plus qu'il n'y a pas de maître du monde. En 1945, les États-Unis étaient le maître du monde. Dans les années 70, les anglo-saxons étaient les maîtres du monde intellectuel. Aujourd'hui, il n'y a pas de maître du monde. En revanche, je pense que l'Europe a un rôle clé. Le fait qu'on s'engage, et ça a été rappelé hier, sur le Green Deal, un certain nombre de directives, la taxonomie, etc. Tout ça est positif. Ce que je souhaite, c'est qu'on garde aussi notre capacité à évaluer et mesurer tout ça. Je ne voudrais pas que le système de mesure extra-financier bascule aux États-Unis comme le système comptable. Et qu'on soit capable de dire nous-mêmes, en Europe, dans 5 ans ou 10 ans, voilà ce qu'on trouve bien et voilà ce qu'on trouve mal. Alors, ce n'est pas théorique, je vais vous prendre un exemple. Vous êtes de ce côté de l'Atlantique, parlons du social, 2 sujets. Alors, vraiment, un truc très sensible, j'ai vécu aux États-Unis, tout ce qui est diversité. Alors aux États-Unis, vous avez des statistiques dans tous les sens et on va vous dire le nombre de gens de telle origine, de tel sexe, de telle orientation sexuelle, dans tous les sens. Et Vigeo, qui était l'agence créée par Nicole Notta, extra-financière, a été rachetée par S&P. Et les entreprises françaises m'ont dit, maintenant que c'est devenu américain, ils nous envoient un questionnaire dans lequel on est mal noté si on n'a pas des statistiques ethniques et de diversité. On n'a pas le droit en France. Voilà, ça c'est une question pratique. Qui décide de ça ? Pareil, vu d'Europe, la représentation des salariés dans les organes de gouvernance est plutôt valorisée. C'est un point positif dans l'ESG. Vu des États-Unis, c'est pas du tout la même chose. Enfin, je peux prendre une liste de choses comme ça. Donc c'est pas juste technique, parce que souvent les gens disent c'est des questions techniques, ça se gère. Non, c'est une vision du monde. Et je pense qu'il y a un vrai travail intellectuel et politique qui est indispensable. Et c'est pour ça que je suis heureux de venir ici et que je le fais à chaque fois, parce que c'est bien là que ça commence par votre pression. Et donc, si vous me permettez, je sais pas, j'ai pas d'heure, donc si je parle trop longtemps, je mets en avant, et je vais conclure là-dessus, je vais conclure, une douzaine de principes, encore une fois, ce n'est pas l'étape de la loi, qui peuvent guider notre réflexion. Le premier, c'est fait écho à ce que je viens de dire, c'est d'être avoir le bon mélange d'ambition et de modestie. Modestie dans le fait que ça prend du temps, que c'est compliqué, que ça se définit pas tout seul et qu'il n'y a pas quelqu'un qui va nous dire c'est comme ça. Et en même temps, ambitieux, parce que si on ne va pas au fond du système, on restera dans le cosmétique, on ne sera pas sérieux.
Donc ça, c'est important. Deuxième point, avoir une approche systémique. On ne va pas changer les petits bouts du système. Je pense que le climat, comme les inégalités, comme la nature, comme la santé des économies, la santé des individus, la santé de la planète, tout ça, ça marche ensemble. Et donc, il faut vraiment avoir cette approche holistique des choses. On ne peut pas prendre par petits bouts. Troisièmement, garder ce principe d'optimisation. Il n'est pas mauvais en soi. C'est bien d'optimiser, mais pas le faire à tout prix. Il faut faire du mieux, mais pas à tout prix. Garder cette idée de résilience, développer des racines, éviter le hors-sol. Donc là aussi, il faut faire des arbitrages. Quatrièmement, savoir coopérer entre secteur public et secteur privé à grande échelle. On le voit, les suspicions à tous les étages, c'est très très compliqué. Et donc il faut savoir mélanger les expertises, les financements, les rôles, etc. Et ça, c'est quelque chose qui me tient très à cœur et sur lequel on est de moins en moins bon. Utiliser le levier numérique. Là aussi, c'est un point important. Et un peu comme la finance, le numérique souffre d'une espèce de fascination-répulsion. C'est-à-dire qu'on dit, ah bah, oui, on a besoin, le numérique va trouver des solutions au climat, on va trouver au Covid, regarder les vaccins, tout ça. Donc la technologie, la science, etc. Tout ça nous excite et en même temps, tout ça nous fait très peur. C'est très, très ambivalent comme la finance. Il y a une espèce de... ça nous dépasse. Et en même temps... Donc là aussi, je pense qu'il y a une éducation à travailler. Garder le sens que tout ça est au service de l'homme. La finance est un outil au service de l'homme, ce n'est pas l'homme qui est au service de la finance. Parfois, il faut le rappeler. Et en particulier, garder cette idée, pour moi, qui est très importante, de classe moyenne. C'est une des grandes inventions du XXe siècle, c'est ce qui est le cœur de l'économie de marché. On voit bien, la classe moyenne des pays émergents, tout le monde fantasme. C'est le cœur des démocraties. Et donc là aussi, il faut garder cette perspective très, très importante. Garder, septièmement, l'idée de fraternité. Ce n'est pas un débat entre liberté et égalité. Je pense que les pères fondateurs ont été très bons de voir la fraternité, ou quand je parlais de solidarité tout à l'heure, là aussi, l'optimisation, elle ne prend pas en compte la fraternité. Ça ne rentre pas dans le tableur Excel. Se rappeler je pense qu'il n'y aura pas de valorisation des entreprises sans prise en compte des valeurs. Aujourd'hui, je pense que l'intégrité est quelque chose qui est clé aujourd'hui. Je pense qu'on tolérera de moins en moins ceux qui disent quelque chose et qui font le contraire. Et là aussi, je vous renvoie à ce que je disais de Paul Volcker. Neuvièmement, il faut éviter le mur défensif. Ça, je pense que ce serait totalement dévastateur. Il ne faut pas que les pays riches deviennent les bobos du reste du monde, comme souvent en France on dit Paris impose. Les Parisiens qui n'ont pas de voiture expliquent que le diesel c'est pas bien, que c'est pas grave, les limites de vitesse, etc. Je pense qu'il faut vraiment avoir une démarche où on parle à tout le monde et qu'on comprend d'où viennent les gens. Encore une fois, quand vous vous mettez du côté des pays émergents et que vous faites la morale sur le climat, les gars disent ça fait 200 ans que vous avez consommé notre budget carbone et maintenant vous voulez nous expliquer qu'il ne faut pas faire ça. C'est compliqué comme conversation. Passer d'une culture du mieux, du plus, à une culture du mieux. Et là, ça pose une question très intéressante qui est la question des instruments de mesure. De manière très intéressante, les deux instruments de mesure, les deux univers de mesure qu'on utilise aujourd'hui, la comptabilité nationale d'un côté, la comptabilité privée de l'autre, trouvent leurs racines dans leur format actuel dans la crise de 29. Quand Keynes a écrit sa théorie générale, il n'y avait pas de PNB. C'est une construction antérieure, on parlait de demande agrégée. Et donc toute la construction du PNB, ce qu'on mesure en matière de création de richesse collective, date de cette période. Peut-être qu'il est temps, Sarkozy avait cette intuition d'ailleurs en 2008, il y avait la commission Amartya Sen, Joe Stiglitz, Jean-Paul Fitoussi, puis après, qui était très intéressante, puis qui n'a rien donné. Peut-être faut-il aussi se poser la question de ce qu'on mesure, parce qu'à force d'être obsédé par ça, c'est peut-être pas le bon référent, ou en tout cas tel qu'il est défini aujourd'hui. Et de manière coïncidente, les normes comptables internationales aujourd'hui prennent leurs racines en 1934, quand Roosevelt crée la SEC, nomme Joe Kennedy le père de toute la tribu Kennedy. Selon le principe, c'est un peu comme Vidocq, les plus grands escrocs sont les meilleurs policiers, donc on va nommer Joe Kennedy patron de la SEC. Et Joe Kennedy lui dit, un des problèmes qu'on a eu, c'est que chacun fait ses normes comptables comme il veut. Et donc on va commencer à organiser les US GAAP, et puis toute cette approche qui nous conduit jusqu'à aujourd'hui. Donc je pense que c'est intéressant de se dire que la crise de 29 nous a conduit à changer de référent complètement, et que peut-être la combinaison d'une crise financière, d'une crise sanitaire, demain d'une crise climatique et d'une crise sociale, c'est peut-être le moment de se poser la question de comment mesurons-nous les choses. 11e idée, nous devons ce changement aux plus jeunes. Je rappelle la définition du développement durable, c'est le développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de pouvoir répondre à leurs propres besoins. C'est-à-dire qu'on n'obère pas la capacité des gens à faire leurs propres arbitrages. C'est ça la définition du développement durable. On passe le témoin dans des bonnes conditions. Et donc c'est bien, là pour l'instant à nos jeunes on leur laisse 2 bébés, une dette financière colossale
et un monde en mauvais état. Donc moi j'ai des discussions assez raides avec mes enfants. Et puis, dernier point, se dire qu'il ne faut pas juste un catalogue de recettes, mais aussi se poser la question en se regardant dans la glace. Et c'est une citation dont j'ai malheureusement usé et abusé cette année. Je vais finir sur 3 citations. La première, celle de Tolstoï dans Guerre et paix, qui dit « Tout le monde veut changer le monde et personne ne veut se changer soi-même ». Là aussi, personne ne va changer à notre place. Et je reprends une conversation avec mes enfants. Au début du confinement, un certain nombre de grandes entreprises du textile ont rompu unilatéralement leur contrat au Bangladesh en disant force majeure, le Covid, on arrête et pas d'indemnité. Force majeure. Alors je dis à mes enfants adolescents, je dis c'est bien ou c'est pas bien? Ah ben non, ça c'est pas bien. Je dis ok, alors très bien. Alors est-ce qu'on va continuer à acheter nos t-shirts à $1? Là il y a un silence. Voilà ce que je veux dire, mais on a ce type de débat. Enfin, on est tous un peu schizophrènes sur ces sujets-là. Et là aussi, il ne faut pas croire que quelqu'un va changer le monde pour nous si nous-mêmes, on n'est pas prêt à le faire. Donc il faut aussi être assez honnête avec soi-même et donc se poser la question de ce que ça veut dire pour nous. 2 dernières citations, et c'est vraiment ma conclusion. Une de Jean Giraudoux, La guerre de Troie n'aura pas lieu, 1935 ou 1936. Pour ceux qui ne se souviennent plus de leurs études au lycée, la guerre de Troie, donc c'est une annonce de la Seconde Guerre mondiale. L'essentiel de la pièce, c'est un débat entre Hector, représentant des Troyens, et Ulysse, représentant des Grecs, qui, en gros, disent on ne va pas faire la guerre. Enfin, la guerre, c'est ridicule. Pour Hélène, on va trouver un arrangement. Puis, évidemment, la guerre arrive parce que les pressions extérieures entraînent à la guerre. Et Ulysse, je crois que c'est Ulysse, je ne sais plus si c'est Ulysse qui dit Hector ou Hector qui dit Ulysse, peu importe, dit le privilège des grands est de croire qu'ils peuvent voir les catastrophes depuis leur terrasse. Je pense qu'on en est là. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à commenter le monde, on fait partie de ce monde. Et quand ça arrive, et l'exemple de la Seconde Guerre mondiale était là pour le rappeler, bah la terrasse est emportée. Donc ne perdons pas de vue ça. Et dernière référence, c'est Theodore Roosevelt, que j'ai découvert en allant aux États-Unis. Je suis allé au Mont Rushmore. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà allés au Mont Rushmore. C'est le mont où il y a les portraits des présidents américains qui sont sculptés. Et en fait, je n'avais pas compris que dans les 4, il y avait Theodore Roosevelt. Il y a Lincoln, ça me paraissait évident, Washington, Jefferson et Theodore Roosevelt. On dit, mais pourquoi il y a Theodore Roosevelt? On entend assez peu parler. Le Roosevelt qu'on connaît en Europe, c'est l'autre. Là, c'est Franklin Delano, mais pas Theodore. Et alors, Theodore Roosevelt est un petit peu moins à la mode aujourd'hui parce qu'il avait, notamment vis-à-vis des Indiens d'Amérique comme vis-à-vis des peuples colonisés, une attitude un peu paternaliste, on va dire. Donc, c'est plus compliqué. Ça fait partie des statuts dans lesquels on ne sait pas très bien ce qu'on en fait aujourd'hui. Mais ça reste quand même une des figures américaines en ce qu'il a incarné ce qu'on appelait l'ère progressive au début de ce siècle. Les États-Unis allaient très mal à la fin du 19e siècle. Les trusts et les cartels, crise sociale, émeutes, 2 présidents assassinés, pression des femmes pour obtenir le suffrage, premier désastre écologique. Enfin, et Theodore Roosevelt a fait en quelques années toute une série de réformes. Première agence de protection des consommateurs, par exemple, création de l'administration des parcs nationaux, démantèlement d'un certain nombre de trusts, enfin, vraiment à toute vitesse. Et donc on lui disait, mais pourquoi vous faites la révolution? Il dit non, je ne promets pas la révolution, je l'évite. Et donc je pense que c'est ce genre de questions qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui. Alors je suis désolé, je n'ai pas regardé ma montre et je n'ai pas... Voilà. Eh bien, merci beaucoup.